le soignant est un humain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, mais qui n'est pas grave, au contraire, c'est parce qu'il est humain que c'est d'une richesse absolue. Depuis 1 an maintenant, je suis vice-présidente d'université dédiée à l'innovation pédagogique. Donc François Tadei, je suis explorateur et jardinier, et un peu maïeuticien, et plein d'autres choses, je sais pas. Je pense que, en fait, si tu n'es pas bien, tu peux pas bien apprendre. Et donc, si tu prends pas soin de celui qui veut apprendre et de celui qui veut transmettre, la probabilité que l'apprentissage et la transmission se passent bien, à mon avis, est très faible. Il y a un autre lien évident qui est qu'il faut apprendre à prendre soin. Donc il faut prendre soin pour apprendre, mais il faut aussi apprendre à prendre soin. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas suffisamment. À partir du moment où on a un soignant souffrant, il ne va pas donner du bon care ou du bon cure, à mon sens. L'existence d'une difficulté institutionnelle, c'est dans tous les journaux, dans tous les livres, l'hôpital n'est pas un endroit qui est simple. Si on n'y met pas aussi sa vulnérabilité, son apprentissage aussi de cette lourdeur, tout en étant très responsable et en se disant, s'il y a des souffrances, je n'en suis pas le vecteur, mais pour autant, si je peux accompagner et que les choses se passent mieux, alors on a tout gagné. Donc c'est vrai que les médecins... Et puis il y a une culture entre nous, si tu t'écroules, c'est que tu es un faible, et ça c'est quelque chose de compliqué. Il est évident que accepter ces vulnérabilités pour les surmonter, c'est nécessairement un acte bien plus courageux que les effacer. Donc quand je dis courageux, c'est encore plus fort, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont malades et s'excusent. Et c'est nous qui nous excusons de ne pas être suffisamment auprès d'eux. Je pense que c'est un risque, mais ne pas le vivre est un risque beaucoup plus grand. Parce que tu passes à côté de quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus fort. Et je pense que le pire risque, c'est celui de ne pas prendre de risque. Tu vois ? C'est-à-dire qu'une vie complètement aseptisée, sans amour, sans relation, sans engagement, sans capacité à se dépasser soi et à se donner à l'autre ou aux autres sans chercher du sens, par définition, c'est pas très satisfaisant. Nos jeunes ont plein de trucs à nous raconter. Et c'est pas peut-être, bien sûr. Ça sera les soignants de nous, adultes vieillissants, et de nos enfants, de nos petits-enfants qu'on se souhaite, ou pas, peu importe, mais voilà. Et sur le territoire complet, donc bien sûr. Mais ils le savent, Ils le savent qu'on attend, et c'est cette attente qui est aussi angoissante. Que nous demandera la génération future sur des non-positionnements ? Et il faut l'expliquer. C'est que c'est infini. Il y a une quête d'excellence qui est un peu poussée par les études, ne serait-ce que la première année qui est vachement... La souffrance psychique, elle est aussi liée à la maladie organique. Et pour moi, c'est ce qui m'attriste un peu dans les spécialités hospitalières. J'ai l'impression qu'on découpe vraiment l'être humain comme une pièce de puzzle, quoi. Et tout le temps technique. La gestion du temps, je pense. J'ai l'impression d'avoir manqué beaucoup de temps pour faire les choses qui m'animaient vraiment moi-même. Et peut-être le manque d'espace où on peut parler de ce qu'on vit avec les patients, en fait, au lit du patient. Alors, 2 grands challenges que j'ai rencontrés. La première, ça a été de me faire confiance. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré dès le début, dès la PACES, donc dès la première année. Et la deuxième chose, ça a été quelque chose d'un peu trivial, mais ça a été d'apprendre l'échec et de l'accepter. Parce qu'en médecine, quand on arrive, on ne sait pas grand-chose, on a l'impression d'en savoir beaucoup. Et chaque année, on en apprend, et à chaque stage, on en apprend. Finalement, je suis un petit peu déçue quand même de l'organisation des hôpitaux, quand même très, très administrative, très hiérarchisée, etc. Ils essayent de tout rationaliser, le nombre de lits, le nombre de gens, etc. Et au moment où ça explose, ça ne marche plus.
Quand j'étais en première, deuxième année, je m'imaginais, on est vraiment là pour le soin finalement. Et finalement, il y a beaucoup de trucs qui se superposent et qui viennent parasiter ça en fait. Le patient, il voit le médecin peut-être 30 minutes par jour, voire moins finalement. C'est parce qu'on est embourbé dans, je sais pas, les demandes d'imagerie, les prescriptions, et puis on a trop de patients par médecin. Ouais, vraiment, je suis passé juste après un service somatique dur où il y avait des médecins très froids qui s'occupaient vraiment que de l'aspect purement médicamenteux, tout ça, et passé ensuite aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne où là, c'était vraiment, on voyait la différence entre avant et après. Donc, avec un vrai travail en équipe où finalement il y avait l'humain dans la prise en charge. C'est ça, c'était plus le médecin technicien qui savait pour le patient, mais c'était le médecin qui avait de l'expérience en tant que médecin évidemment, mais aussi un peu en tant que personne. Enfin, il ne se plaçait pas sur un piédestal en fait, c'était vraiment une rencontre avec le patient plutôt que, c'était pas une consultation où le patient venait demander un avis, venait reposer toute sa prise en charge sur le médecin qui au final faisait ce qu'il pouvait et les sentiments du patient n'étaient plus niés en fait. C'était plus un obstacle à la prise en charge du médicament qui pourrait être réticent parce que ci, parce que ça, parce que quelqu'un qu'il avait connu avait des effets indésirables, parce qu'il avait eu une mauvaise expérience, parce qu'il avait peur de ci ou peur de ça. En fait, c'était plus une richesse. Le patient venait avec lui-même en fait. Il venait vraiment nous voir et du coup, il y avait vraiment une vraie interaction. Il était plus nié en fait. Il était là pour ce qu'il était et pas pour. C'était pas un ensemble de symptômes. Ah, ça c'est une autre question. Je me suis jamais posé la question de est-ce que je prends soin de moi ou est-ce que j'en ai ressenti vraiment le besoin après la PACES en fait, où j'avais l'impression vraiment d'avoir tout donné, de mettre, ça m'a totalement vidée. Et je me suis posée et je me suis dit waouh, là, il va falloir peut-être que je prenne un peu plus soin de moi. J'essaie, c'est pas toujours évident. Moi ça a été principalement du coup par la méditation j'ai fait une grosse dépression l'an dernier et ça avait commencé déjà l'année d'avant. Et du coup ça s'est passé par là, c'est passé par la psychothérapie, la méditation et ce que je disais tout à l'heure de se réancrer un peu dans son corps et s'accepter, tout ça, ça a été un vrai travail. Voilà. En tout cas, j'ai remarqué que j'ai besoin dans ma journée de temps seul, de temps à lire, de temps à faire une activité physique. Alors, comment je prends soin de moi, c'est une question qui est assez vaste. Alors pendant mes études, c'était vraiment du temps chronométré que je privilégiais surtout pour mes amis qui n'étaient pas en médecine parce que j'avais besoin de parler d'autre chose. J'ai fait petit à petit du yoga que je fais beaucoup maintenant. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, la méditation et le yoga. Et c'est prendre soin de soi, ne pas se blâmer pour avoir fait les choses pas forcément de la bonne façon, être indulgent avec soi-même, quoi. J'ai constaté que les gros moments de stress, par exemple les gardes où on se retrouve balancé comme étant le médecin référent de l'hôpital où on est, du jour au lendemain on change totalement de statut et c'est en tout cas pour moi c'est un sujet très difficilement vécu et je me suis rendu compte que en prenant le temps au début de la garde, dans la limite du possible, de me poser et de méditer, de ressentir ce qui se passe, de noter, une pensée anticipatoire négative, des tas de pensées anticipatoires négatives qui arrivent, il pourrait se passer ça pourrait mal se passer. En fait, de me poser, de me rendre compte que là, tout va bien, que rester assis à méditer, ça je sais faire, que décrocher le téléphone et demander ce qui se passe à l'infirmière,
Ça, je sais faire. Aller voir le patient, lui demander ce qui se passe, ça, je sais faire. Comment est-ce que je prends soin de moi? J'apprends à voir petit à petit que la plupart des choses, je sais faire. Et si je sais pas faire, je demande de l'aide et que c'est pas grave. Donc, j'apprends à voir mon stress pour ce qu'il est, c'est-à-dire une construction de moi-même contre moi-même. Déjà, j'aimais bien tout ce qui est scientifique, biologie, donc ça m'intéressait. Et finalement, au lycée, je me suis dit, j'ai pas trop envie de faire quelque chose qui est dans une logique de production. Et j'avais l'impression qu'en médecine, finalement, tous les matins, on se réveille, on se pose pas forcément la question, on se dit, je vais essayer d'aider les autres. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Depuis que j'ai une dizaine d'années, je pense, j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi. J'ai fait quelque chose qui me paraissait bien, que mes parents me disaient que c'était bien. J'étais bonne à l'école, je pense comme beaucoup d'entre nous en médecine. Je voulais plutôt faire une prépa littéraire à la base. Donc j'ai mis un peu tout ça de côté. Et puis là, au fur et à mesure, je reviens un peu vers la littérature. Mais je voulais faire quelque chose proche de l'humain en tout cas. Ça, c'était sûr. Moi, ce que j'aime profondément, c'est les gens. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le social. J'aime beaucoup discuter, chercher, comprendre. L'autre, aider l'autre permet de se redécouvrir aussi tout le temps soi-même. C'est une question compliquée. Alors, grande question. Je pense parce que j'ai toujours voulu globalement participer à l'amélioration de l'être humain, une espèce de réparation, que ce soit physiquement avec la chirurgie ou alors plutôt la réparation morale de l'être humain, quoi. Et j'ai toujours voulu... ce que j'aime profondément dans mes études, c'est vraiment le lien avec l'autre, en fait. Moi, c'est ça surtout qui me touche le plus. Quand j'étais petite, j'avais une mallette de docteur en plastique. Et cette mallette de docteur, j'étais un peu limitée parce qu'on entendait le cœur avec le petit stéthoscope. Mais c'est tout ce qu'on entendait. Et moi, je mettais le stéthoscope un peu partout, notamment sur la tête, et je ne comprenais pas pourquoi on n'entendait pas ce qui se passait dans la tête. Alors, j'avais pris les ordonnances de mon père et j'avais collé des étiquettes à la place de son nom et j'avais mis le mien. Et j'avais mis que moi, je serais le médecin qui écouterait les pensées. Pourquoi je suis devenue médecin? C'était parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens souffraient et avaient envie de mourir, alors que la vie était jolie et qu'il y avait plein de choses à côté. Donc au début, je pensais que c'est parce qu'ils partaient pas en voyage et qu'il fallait partir en voyage pour pouvoir être heureux, parce que peut-être qu'on n'était pas heureux dans sa vraie vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas une question de vie extérieure, c'était plutôt une question de vie intérieure. Alors déjà, j'ai toujours eu un intérêt pour les sciences. Ça a toujours été un de mes objectifs professionnels, de travailler dans les sciences. Et puis, on m'a toujours inculqué un peu la volonté d'être utile et de se sentir bien quand on est utile. J'avais pris spé maths en terminale et j'avais rien compris, donc je ne voulais plus faire de maths. Et j'avais été témoin d'un accident de voiture de mon meilleur ami en terminale aussi. Et donc j'étais tout paniqué, totalement inefficace pour aider qui que ce soit. Et en fait, ses parents étaient arrivés par la suite, sa mère est arrivée par la suite, qui était elle-même médecin. Et au lieu de courir partout, à paniquer comme moi, elle a juste déroulé son examen clinique, elle a appelé son père qui lui aussi était médecin et ils ont démarré la prise en charge en fait. Ils ont fait des choses utiles sans se laisser envahir finalement par leur panique. Et donc j'ai trouvé ça très beau. J'étais dans un métier par ailleurs où j'avais très peu de sens, un métier plutôt derrière un ordinateur, très intellectuel, très solitaire, avec peu de contact humain. Et donc arrive la question du sens du travail. Et donc en relisant les livres de Martin Luther King, des gens qui nous donnent envie, eh bien arrive l'idée du sens du travail qui est très proche pour moi du sens qu'on veut mettre dans notre vie. Et donc avec les attentats de l'Hypercacher, de Charlie Hebdo, etc., je me suis dit, mais en fait, ce que je fais en bénévolat, j'ai envie que ce soit dans mon quotidien, d'entendre des histoires des gens, de les écouter déjà, et puis en me rendant compte que l'écoute finalement déjà fait une grande partie du soin, du prendre soin.
suis Émilie Ollier, professeure de psychiatrie au CHU de Montpellier. Je fais aussi de la recherche, essentiellement autour des troubles de l'humeur et des conduites suicidaires. Je suis pédopsychiatre. J'accompagne essentiellement des adolescents et jeunes adultes lorsque la transition a besoin d'être accompagnée. J'investis essentiellement tous les espaces qui favorisent l'élaboration émotionnelle, réflexive des étudiants en médecine. Actuellement, on entend beaucoup, et à juste titre, que les étudiants en santé et que les étudiants en médecine ne vont pas bien. Il y a des études aussi, et des enquêtes plutôt qui ont été faites dans le passé, notamment par le Conseil de l'Ordre, qui ont pu mettre en évidence que les étudiants en médecine, dès les premières années, n'allaient pas bien sur le plan psychologique, et que cela pouvait même avoir tendance à s'aggraver au fil des années, et que ça concernait même des jeunes médecins. Ces enquêtes rapportent que plus de la moitié des étudiants ont des symptômes dépressifs, 2/3 d'entre eux ont des symptômes anxieux, que quasiment un quart auraient des idées de suicide. Et en tant que clinicien, c'est vrai qu'on s'interroge, et en tant qu'universitaire, on s'interroge aussi, puisque nous accueillons des étudiants dans le service, on donne des cours, on s'occupe de patients. Après, la réalité, c'est quand même, ce sont des études qui nécessitent une forte intensité de travail, des exigences émotionnelles, des relations avec les collègues, avec les supérieurs, pas toujours faciles. Et ça, par définition, sont des risques psychosociaux. Donc, effectivement, les études médicales concentrent à elles seules beaucoup de facteurs de risque psychosociaux. Après, c'est difficile de qualifier ce qui est de l'ordre des symptômes psychiatriques avérés du contexte des études de médecine qui génèrent une souffrance psychique. Et de la situation en elle-même, du processus de devenir soignant en soi, qui constitue une épreuve. C'est-à-dire que pour toute personne normalement constituée, surtout quand on a 20 ans, d'être confronté à la question de la finitude, de la souffrance extrême, de la fin de vie, de la mort, ça constitue en soi potentiellement une souffrance existentielle. Et peut-être que la question, elle se pose de comment est-ce que l'institution universitaire accompagne ce processus ou ne l'accompagne pas, et pourrait, en ne l'accompagnant pas ou en l'accompagnant mal ou pas assez ou maladroitement, générer une souffrance supplémentaire par rapport à ce processus qu'on pourrait qualifier de professionnalisation. L'inquiétude et le questionnement qu'on peut avoir, c'est comment on peut prendre soin des gens quand on n'est pas bien soi-même. Et là aussi, de pouvoir améliorer le bien-être, ou en tout cas prévenir le burn-out. Nous, on a pris plus cet angle-là. Comment ça peut aider et favoriser la qualité des soins et l'empathie dont on a tant besoin, parce que on doit être technicien en tant que médecin, mais il y a quand même une part humaine qui est extrêmement importante et qui fait beaucoup. Et ça, on l'apprend peut-être pas toujours. Alors, je pense que quand même la pandémie a fini de convaincre que les étudiants, de manière générale, là, sans parler des étudiants de santé, pouvaient être très en difficulté. Mais c'est quand même un constat qui a été fait bien avant la pandémie, puisque ces enquêtes, elles datent de 2016. En partant du constat que les étudiants, il y avait suffisamment d'arguments pour dire les étudiants en médecine ne vont pas bien, que ce mal-être s'accentue au fil des années des études et peuvent répercuter aussi au niveau de la qualité de vie ou du bien-être psychologique des jeunes médecins. On s'est dit, c'est dommage de ne pas faire quelque chose. La philosophie, c'est vraiment de faire toucher du doigt aux étudiants que ils ont leur travail à accomplir, mais qu'il ne faut pas s'oublier, et qu'avec des choses assez simples,
on peut leur apprendre des compétences à mettre en place au quotidien pour eux et qui peuvent les aider dans le futur. Et puis il y a aussi l'idée que pour tenir face à cette souffrance, et parfois à des souffrances et des situations qui sont vraiment extrêmement difficiles, douloureuses, il faut pouvoir quand même se protéger, ou il faut pouvoir tenir le coup. Et une des façons de tenir le coup, dans ces cas-là, c'est de se couper de ses émotions, c'est de se couper de ses affects, pour ne pas trop se laisser contaminer et rester soignant, quelque part. Donc c'est finalement, à travers ça, l'image du médecin, du bon médecin, c'est l'image d'un médecin fort, d'un médecin qui ne se laisse pas aller à ses émotions, voire parfois qui ne va pas rentrer trop dans la relation parce qu'il y aurait le risque de se laisser contaminer par la souffrance et donc de ne plus être thérapeutique. Et ça rejoint l'idée aussi du médecin qui maîtrise quelque part. Et on a besoin de médecins qui maîtrisent aussi les choses, qui prescrivent ce qu'il faut pour pouvoir soigner et être dans l'idée du cure. Mais c'est problématique parce que finalement, quand un patient est dans une souffrance, certes, il a besoin d'un médecin qui sait suffisamment de choses en tous les cas et qui est compétent et qui fait les bons choix. Mais quand on est dans une situation de souffrance, on l'a tous expérimenté, on est encore plus sensible à l'empathie de l'autre, à la chaleur humaine, au soutien qu'on va recevoir. Pourquoi il existe? Ouais, je suis trop vieux. Il y a maintenant 10 facs, qui 9, on était parti sur 9, puis 10, puis 9. On propose donc aux étudiants de 3e et 4e année de médecine de participer à une intervention soit de relaxation, soit de MBSR, sur 8 semaines. Et on évalue donc les étudiants avant et après pour voir quel est l'impact sur leur santé mentale. La plus grande difficulté, et ce que je redoutais un petit peu, c'est vrai que c'est typiquement MBSR, c'est un programme qui est conséquent au quotidien, il faut s'y investir. Et c'est les retours que j'ai eu de leur part, c'est je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que j'ai un emploi du temps chargé, etc. Et au final, quand on discutait avec eux sur la durée du suivi, on se rend compte que finalement ils ont voulu le trouver ce temps et qu'ils l'ont fait. Et donc ça c'est super. L'apport que ça a eu sur moi, c'est d'être très à l'écoute à la fois de mes émotions, de mes pensées, mais aussi de mon corps. Donc par exemple de savoir quand est-ce que je suis fatigué. Et du coup, avec cet apport évidemment sur moi, j'ai plus de facilité à me mettre à la place des patients. Et avec cette pratique, on ressent plein de choses. On ressent le cœur qui bat plus vite, on ressent les courbatures, la fièvre. Et quand un patient est fiévreux et qu'on arrive dans la chambre et qu'on enlève le drap pour dire « Alors monsieur, on va regarder vos jambes », en fait c'est très violent. Et donc de mieux ressentir mes symptômes me font dire que chez ce patient-là, il va falloir que je sois plus doux, plus délicat. De m'aimer comme je suis, vraiment. Parce que même, je trouve que dans les études de médecine, c'est très compétitif, il y a beaucoup de comparaisons à l'autre, etc. Ce qui peut être une source de stress, d'angoisse. Ce qu'il en reste à distance, c'est que déjà j'ai l'impression que je prends déjà les choses avec beaucoup plus de recul. J'ai beaucoup plus, c'est-à-dire que je reconnais maintenant mes émotions spontanées, quand la réaction que je peux avoir à certaines situations qu'on rencontre. Je suis beaucoup plus à l'écoute de l'autre. J'ai vraiment le sentiment que j'ai aussi appris à vraiment écouter dans la présence l'autre et à m'écouter moi aussi, être plus à l'écoute de ce dont j'ai besoin et d'essayer davantage de construire ma vie autour de mes besoins, quoi. C'est un très bon ami à moi qui m'a dit ça un jour et qui tenait d'un pêcheur qu'il avait rencontré sur un bateau, je ne sais pas où, au fin fond de l'Italie, et qui lui a dit que justement pour prendre soin des autres, en fait, il fallait être bien soi-même. Et je pense que c'est ça que ça m'a appris aussi,
tout cet apprentissage en fait par la méditation et tout ça, où j'ai juste réussi à... voilà, j'ai fait une dépression et tout ça, ça a été très dur, ça m'a permis de surmonter ça, de retrouver énormément de bien-être de mon côté, et du coup je suis beaucoup plus ouvert et beaucoup plus épanoui dans mes études. J'ai participé au programme MBSR, donc qui dure 2 mois, grâce au syndicat des internes de Montpellier, qui permet d'apprendre à méditer, à faire de la méditation pleine conscience. Et pour moi, en fait, c'était un peu quelque chose de magique. J'ai découvert qu'on pouvait ralentir le temps, qu'on pouvait décortiquer les instants. Et cette pleine conscience, après, j'ai aussi appris à la mettre dans les actes de la vie quotidienne, en fait. D'être conscient de ce qu'on fait. Et du coup, c'est très important pour les choses agréables, mais aussi pour les choses désagréables ou pour les moments où on est avec les patients, en fait. Ne pas fuir la situation, mais être vraiment là, en fait. Avoir son attention sur le moment. Et à l'heure actuelle, j'en retire beaucoup de bienfaits parce que même dans des périodes assez stressantes, j'arrive à réutiliser les techniques qu'on m'a enseignées. C'est une très belle expérience parce que c'est quelque chose qu'on ne ferait pas naturellement. Donc c'est un effort au début. À prendre du recul, je pense, mais sans vraiment me reculer, mais en étant pleinement là. Non, on nous a juste dit qu'il y avait une étude clinique sur la méditation. Je me suis dit que j'avais jamais essayé, je m'y étais jamais intéressé, je m'y étais jamais penché, et que c'était l'occasion. Parce que parfois, quand on est en médecine, on peut culpabiliser à ne pas apprendre 24 heures sur 24, à ne pas être penché sur ses cours 24 heures sur 24. Et vraiment, ce que ça a pu m'apprendre, c'est qu'il n'y a pas de mal à prendre une demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée, 2 fois par jour, par exemple le matin ou le soir, et prendre un moment rien qu'à soi. Eh ben, il en reste beaucoup. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce programme MBSR, c'est justement de dissocier les émotions, les pensées, les sensations corporelles. Et en fait, sur cette base-là, même dans ma vie de tous les jours, ça m'aide. À essayer de rester plus présent, du coup, on interprète moins ce qui se passe, en fait. J'avais beaucoup de mal à tolérer la neutralité, parce que pour moi, la neutralité était égale à la négativité, tout simplement. Et je ne pouvais pas tolérer que la neutralité, ça pouvait juste être neutre, quoi. Ni bien, ni mal, ni juste bien. Concrètement, un meilleur sommeil. Voilà, je dormais mieux. Je me sentais mieux au réveil. Je sais pas, c'est assez compliqué de décrire un peu ce qu'on ressent, mettre un peu peut-être l'esprit de côté, enfin l'esprit performant de côté pour retrouver un peu plus de bienveillance envers moi-même et moins être dans ce truc de je peux faire mieux, non, je peux être là. Je m'étais jamais préoccupée de ma manière de respirer par mon nez. À savoir que quand on expire, c'est chaud et quand on inspire, c'est froid, ou vice-versa. Je sens plus ma respiration. Et parfois aussi, je me concentre un peu sur mon cœur et sur le sang qui circule. Et finalement, je sens un peu la vie qu'il y a de façon latente, on va dire, dans mon corps. Et c'est apaisant, en fait. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours quelque chose de régulier qui va toujours fonctionner. C'est incroyable, genre, il y a le système nerveux avec tous les centres automatiques, sympathiques, parasympathiques. J'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui s'orientent vers les métiers du soin. Ce qui fait qu'ils sont confrontés pendant leur jeunesse à la souffrance et à la finitude, ce qui n'est pas l'ordinaire des jeunes. Donc comment faire pour qu'on prenne, dans la formation, qu'on prenne mesure de ce choc qui fait que, alors qu'on se croit invulnérable soi-même, quand on est jeune et éternel, on va être brutalement confronté à la finitude. Attention, ce qui va être votre ordinaire à vous, le fait de soigner, c'est votre ordinaire, c'est votre métier. Tous les matins, vous vous levez pour aller prendre soin des autres, c'est votre ordinaire. Se heurte à l'extraordinaire de l'autre. Quand je suis hospitalisée, quand je suis malade, quand j'entre en EHPAD, quand j'entre en soins, en service en SSR, pour moi, dans le fil complet de ma vie, ça relève de l'extraordinaire. Donc, comment faire pour que l'ordinaire des uns soit rendu compatible avec l'extraordinaire des autres ? Peut-être juste de prendre conscience qu'il ne faut pas opposer
la physiologie élémentaire à quelque chose de plus englobant qui est la conscience de soi, l'interaction entre le cerveau et le corps. Et quand on s'adresse aux patients ou qu'on s'adresse aux soignants, je crois qu'il y a une vraie nécessité d'être bien dans ce qu'on fait et donc de le voir avec suffisamment de hauteur pour pouvoir s'occuper de l'autre. Et en même temps, il faut sûrement, pour pouvoir soigner le somatique pur, prendre en compte le patient dans sa globalité. Sa globalité veut dire ce qu'il ressent au moment donné, mais également ce qui est son histoire et ce qui fait que c'est un être humain et donc ce qui s'est passé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et que je ne crois pas qu'on puisse séparer tout ça. J'ai eu dans ma vie certaines réflexions de famille qui font progresser bien plus que tous les bouquins qu'on a pu lire. Et là, si je pense à une, tu vois, parce qu'on sait à quel point je suis un médecin du somatique, je me souviens d'un enfant de 15 ans qui est mort dans mon service, un tableau de choc septique monstrueux dans la suite d'une leucémie. Et au moment où la famille demande à me voir à 7h du matin, alors que j'avais passé la nuit à me battre et puis que j'avais perdu. Je vais les voir un peu penauds, échec de la médecine traditionnelle. Et je m'apprêtais à prendre la marée des reproches et de la souffrance de la famille. Et là, le père et la mère me regardent et me disent « Merci de lui avoir permis de mourir dignement ». Et je crois que ça donne une autre vision de notre métier qui est importante aussi. Je m'en suis pas remis, ça va faire 20 ans et j'ai toujours du mal. Donc je suis Catel Ménard, j'ai bientôt 44 ans, je suis médecin généraliste. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la douleur chronique et des soins palliatifs. Et je suis enseignante de méditation de pleine conscience depuis 2015. Je pense que quand on décide de devenir infirmier, être soignant, médecin, je pense qu'il y a une petite flamme au début qui s'allume. Et quand on se remémore avant le bac à quoi elle ressemblait cette petite flamme, elle est très belle en fait. Et moi, pour que cette petite flamme reste allumée, j'ai besoin de ça. Voilà. J'ai besoin de cette rencontre en fait, qui est assez singulière. Voilà, c'est nécessaire. Quelquefois, le dimanche matin, je me lève, je me dis « Oh là, allez, faut que je médite !» Enfin, un truc improbable, quoi. Faut pas que je fasse une grasse mat, faut que je médite, quoi.